Salut tout le monde! Ce soir, nous plongeons ensemble dans l'une des réalités les plus méconnues et pourtant étrangement fascinantes de l'histoire médiévale. Vous êtes née fille, au mauvais moment, dans un petit village perdu quelque part entre la boue, les cloches et la superstition. C'est tôt le matin. Il fait froid, même en été. Vous êtes emmailloté dans une couverture grossière et autour de vous, des visages creusés scrutent votre sexe avec une grimace à peine dissimulée. Pas de cris de joie, pas de liesse. Vous êtes une fille, et tout le monde sait déjà ce que cela implique. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire votre localisation et l'heure locale. J'adore savoir d'où vous vous endormez. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond, et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous êtes une fille médiévale. Félicitations, ou plutôt désolé. Votre arrivée dans le monde est accueillie avec un silence un peu gêné. La coucheuse secoue la tête. Votre père ne dit rien. Il sort de la pièce. Votre mère détourne les yeux. À peine né, vous êtes déjà un fardeau logistique. Pas de bras forts pour labourer, pas de futur héritier pour transmettre les terres, pas de dot d'un noble à espérer. Les historiens se disputent encore pour savoir si cette réaction était vraiment générale ou exagérée par les chroniqueurs ecclésiastiques. Mais les registres paroissiaux ne mentent pas. Dans bien des régions, les naissances féminines étaient à peine notées quand les garçons recevaient une bénédiction publique. En grandissant, vous n'échappez pas au regard pesant. À 2 ans, on commence à vous apprendre à rester calme. À 3, on vous empêche de courir. À 4, vous portez déjà une sorte de robe miniature, histoire de bien vous habituer à votre rôle. Bref, vous n'avez même pas encore toutes vos dents que vous êtes déjà en formation pour devenir obéissante. Vous n'êtes pas censé grimper aux arbres, ni parler fort, ni vous salir. Et surtout pas contredire votre grand frère, même s'il vient tout juste d'apprendre à attacher ses sandales. Une anecdote adorable, pourtant bien révélatrice. En Angleterre, au XIIIe siècle, certaines familles payaient des moines pour bénir leurs filles, dans l'espoir qu'elles soient silencieuses et agréables. Une sorte de baptême bonus, version tranquillisant sociale. Et même votre prénom n'est pas toujours choisi par amour. Il peut être hérité d'une sainte connue pour sa patience ou, plus cyniquement, choisi pour flatter une riche tante encore célibataire. Gertrude, ça sonne moins mignon que Isabeau, mais ça peut rapporter un mouton ou deux à la famille. Vous voyez aussi très tôt que votre corps n'est pas vraiment à vous. On vous apprend à vous couvrir, mais pas pourquoi. On vous coiffe comme une poupée sans vous demander si ça tire. Vous servez d'ornement familial, mais pas d'individu. Égard à celle qui pose trop de questions, on la traitera vite d'impertinente, de petite sorcière, ou pire, d'instruite. Une étude menée sur des objets retrouvés dans des sépultures de jeunes filles suggère même que certaines étaient enterrées avec des outils de filage. Oui, dès l'enfance, votre utilité sociale est si fortement liée au textile qu'elle vous suit jusque dans la tombe. Alors, que fait-on d'une fille comme vous? On vous prépare, pas à un métier, pas à l'aventure, à une transition, vers un mariage ou un couvent. On vous élève pour vous transmettre. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes la 3e fille, votre destin est encore plus clair. On vous enverra probablement chez une tante, une abbaye, ou même comme servante d'apprentissage, ce qui est une façon polie de dire qu'on vous prête contre quelques pains de seigle. Et au cas où vous pensiez pouvoir faire un peu de trottinette médiévale ou courir après les cochons pour le plaisir, eh bien non. Le jeu est toléré, à condition qu'il reste discret et qu'il n'imite pas les garçons. Sinon, c'est l'angoisse. Et si elle devient trop vive? Les nourrices, parfois, sont vos seuls alliés. L'une d'elles, dans les archives de Bruges,
appelait affectueusement une petite fille « ma petite chèvre rebelle ». Peut-être une preuve que toutes les femmes ne reproduisaient pas le carcan, ou juste une tendresse pleine de résignation. D'ailleurs, vous vous souvenez de la crème solaire à base de crottes de crocodile? Non? Eh bien ici, la version locale, c'est la décoction de cendre et de vinaigre qu'on vous frotte sur les cheveux pour les renforcer. L'odeur, pas exactement Chanel numéro 5, et même vos jouets, quand vous avez la chance d'en avoir, racontent une histoire. Une petite quenouille miniature, une poupée emmaillotée ou un balai en paille. Ce ne sont pas des jouets, ce sont des outils d'entraînement. Alors bien sûr, il y a de l'amour. Vos parents vous aiment, à leur manière. Votre mère vous caresse la joue pendant que vous tissez maladroitement. Votre grand-mère vous apprend une berceuse étrange sur une chèvre volante et une lune capricieuse. Mais tout est cadré, dirigé, enveloppé de cette réalité brutale. Être une fille, c'est être en retard dès la ligne de départ. Il reste des exceptions, bien sûr. Quelques familles plus progressistes, quelques villes plus ouvertes. Les archives de Bologne montrent que certaines filles pouvaient apprendre à écrire si elles vivaient près d'une université. Mais même là, c'est l'exception qui confirme la règle. Un dernier détail piquant. Certaines communautés attribuaient les malheurs agricoles à une trop grande quantité de filles nées cette année-là. On accuse votre sexe non seulement d'être inutile, mais de porter malchance. Charmant, non? Alors vous vous endormez, le soir, avec les yeux fixés sur le plafond en bois. Vous rêvez peut-être de voler comme un oiseau, de fuir les tresses trop serrées et les voies trop sévères. Mais vous savez que demain, on attendra encore de vous que vous restiez à votre place. Une place bien étroite, tissée dans la laine rêche de l'époque. Vous avez grandi, pas tant en liberté qu'en taille. Et avec les centimètres viennent les regards plus lourds, les silences plus menaçants, les gestes plus surveillés. Vers l'âge de 11 ou 12 ans, parfois plus tôt si votre famille est pressée ou que la récolte a été mauvaise, vous devenez un sujet de discussion. Pas en tant que personne, non, mais en tant que ressource. Un pion dans le grand échiquier de la transmission féodale. Et ce pion a une dot à fournir. Votre corps devient un actif, une propriété virtuelle qui change de main avant même que vous n'ayez votre mot à dire. Les discussions ne portent pas sur ce que vous aimez, ce que vous voulez apprendre ou si vous êtes heureuse. Non, ce sont des calculs. Si elle épouse le fils du meunier, on récupère la parcelle au bord de la rivière. Les historiens se disputent encore pour savoir si toutes les classes sociales pratiquaient ce genre d'arrangement précoce. Mais les archives notariées montrent qu'en ville comme à la campagne, les filles passaient souvent d'un foyer à un autre dans un troc familial très assumé. Et si vous pensiez que votre cœur aurait un rôle à jouer, oubliez-le. Le mariage d'amour? Un concept pour troubadours à court d'idées. Vous, on vous marie comme on scelle un contrat, avec cire, témoin et parfois un tonnelet de cidre pour fêter ça. Santé. Et au cas où vous auriez eu le malheur d'être jolie, selon les critères flous de l'époque, qui incluaient front haut, peau très pâle et mains qui ne sentent pas la soupe, vous devenez une marchandise de luxe. Avec des enchères presque. Certaines familles se battaient, poliment bien sûr, pour obtenir une fille docile et de bonne complexion. La dot devient votre passeport, ou plutôt votre rançon. Vous valez ce que vous rapportez. Une mule, 3 draps de lin, quelques pièces d'argent, et si votre père est généreux, une cuillère en étain. Ah oui, et un bénitier portatif. On ne plaisante pas avec la piété conjugale. Une anecdote savoureuse. Dans les registres d'Arras, une fille de 15 ans a été échangée contre une charrette réparée et une promesse de livraison de pain pendant 6 mois. On ne sait pas si le pain était bon, et si vous n'avez pas de dot, si votre famille est pauvre ou simplement trop nombreuse. 2 options. Le couvent ou un mariage d'une infortune inversement proportionnelle à votre charme. Et parfois, même pas un mariage, juste un arrangement, le genre dont on ne parle pas aux offices. Alors, vous voilà fiancé.
peut-être à un garçon que vous avez croisé en allant au puits, peut-être à un homme de 20 ans votre aîné, peut-être à un veuf 2 fois, avec 4 enfants et un rhumatisme agressif. Félicitations. Vous ne comprenez pas tout ce qu'on dit lors de la bénédiction, mais vous sentez la tension, vous sentez les mains qui se crispent et vous sentez aussi le poids de la bague, même si ce n'est qu'un anneau de fer. Il pèse lourd pour vos doigts maigres. Et c'est là que les choses deviennent encore plus concrètes. Votre corps n'est pas seulement promis, il est désormais attendu. On parle de fécondité, d'héritier, de bonne constitution pour enfanter. Vous êtes une jument, à peine déguisée. Les sages-femmes vous regardent déjà comme une future patiente ou victime. Mais au fond, c'est logique. Dans une société où la terre ne se transmet qu'à travers le sang, votre utérus devient une institution. Ce que vous produirez, ou non, déterminera des alliances, des héritages, des conflits parfois. Et si vous êtes stérile, ou si vos enfants meurent en bas âge, ce qui, soyons honnêtes, est fort probable, vous serez soupçonné. De quoi? D'exister, essentiellement, d'avoir été une erreur d'investissement. Certaines femmes ont tenté d'échapper à cette logique. Déguisement, fuite, entrée dans des ordres religieux itinérants. Une abbesse célèbre du sud de la France aurait même truqué des certificats de naissance pour éviter des mariages forcés. Les chroniqueurs la traitent de « rebelle perfide ». Nous, on pourrait dire « pionnière ». Mais pour vous, là, dans votre chambre froide, les options sont réduites. On vous explique que l'honneur de la famille dépend de votre obéissance et que si vous échouez, il y aura honte. Pas pour le père, pas pour le mari. Pour vous, évidemment. Et parlons un peu du consentement, ou plutôt de son absence. Le droit canon exigeait en théorie l'accord des 2 époux. En pratique, on considérait qu'un silence valait oui. Et quand on vous met la pression familiale, la menace de l'exclusion et un curé pas trop regardant, vous ne dites rien. Donc, vous consentez. Une question juridique fascinante divise encore les spécialistes. Une fille de 12 ans pouvait-elle légalement refuser un mariage si ses parents insistaient? Certaines sources suggèrent que oui, en théorie. Mais les procès montrent que les cas où une fille a résisté se terminent rarement bien. Mais rassurez-vous, il y a un peu de poésie dans tout ça. Le soir du mariage, certaines familles organisaient une veillée où l'on récitait des vers à la mariée. Souvent des conseils du genre « Sois douce, obéis, travaille bien », la version médiévale du manuel d'utilisation conjugale. Et s'il pleuvait le jour de votre noce, c'était un bon présage. Oui, vraiment. Sauf que la pluie, dans votre village, c'est 6 jours sur 7. Donc, pas très rassurant non plus. Votre nouvelle vie commence sous une couche de promesses. Certaines tenues, d'autres pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que votre destin a été scellé sans votre plume, et qu'il faudra plus qu'un vœu pieux pour en sortir. Ah, et détail croustillant, certaines mariées n'avaient même pas droit à une nuit de noces classique. Si votre belle famille était trop zélée, on la passait à réciter des psaumes pour vous purifier. Romantique. Vous vous souvenez de votre balai en paille d'enfance? Il revient. Ce sera désormais votre compagnon fidèle, parce que la prochaine étape de votre vie, c'est le travail domestique. En boucle, en silence, en jupon. Vous pensiez peut-être qu'une fois marié, vous alliez pouvoir respirer un peu. Une nouvelle maison, un nouveau départ, quelques heures tranquilles à rêvasser en regardant passer les poules. Ah, non, pas vraiment. Dès le matin suivant la noce, votre nouvelle belle-mère, car elle est presque toujours là, vous tend une robe. Une robe qui gratte, qui pèse, qui vous enveloppe comme une pelure de chou médiéval. Bienvenue dans le vestiaire de l'obéissance. S'habiller, pour une femme au Moyen Âge, ce n'est pas une question de style. C'est un langage. Chaque fibre, chaque lassage, chaque coiffe crie au monde entier votre statut, votre soumission, votre chasteté, présumée. Vous n'avez pas encore parlé qu'on vous a déjà jugé, et en général, pas du bon œil.
La robe, longue jusqu'aux chevilles, empêche toute course improvisée. Adieu les escapades dans les prés. Elle est faite de laine, épaisse l'hiver, ruisselante de sueur l'été. Pas de boutons, des cordelettes, parce que la praticité, c'est pour les chevaliers. Mais ce n'est pas fini. La coiffe. L'élément central du kit anti-liberté. Si vous êtes marié, vous la portez en permanence, même dans le potager, même quand il fait 42 degrés à l'ombre. Seule une femme dévergondée laisserait ses cheveux flotter au vent. Les historiens se disputent encore pour savoir si certaines coiffes avaient une symbolique régionale ou si c'était juste une punition textile. Et n'oublions pas le corset, ou plutôt ses ancêtres, les bandelettes et les lacets de maintien. Ce ne sont pas encore les engins de torture du 16e siècle, mais ils font déjà leur petit effet. Vous respirez moins bien, vous vous tenez droite, et surtout, vous ne prenez pas trop de place. Une anecdote cousue main. À Bruges, on a retrouvé une liste de défauts vestimentaires notés par un clerc grincheux. L'un des pires crimes, chausse mal nouée révélant la cheville. Ce genre de tragédie pouvait valoir une remontrance publique. On savait vivre. Mais bon, tout cela a un but. Ne pas distraire les hommes, ne pas susciter la tentation, ne pas exister en fait. Votre vêtement doit être discret, neutre, pratique pour les corvées, mais pas trop, et capable de supporter l'odeur du feu, du fromage et de la soupe aux choux. Glamour. Et les chaussures? Des sabots, la plupart du temps. En bois. Pas très confortable, mais très efficace pour attraper des ampoules ou taper accidentellement dans le chat. Si vous êtes riche, mais ce n'est pas votre cas, désolé. Vous avez peut-être des souliers en cuir, mais gare aux flaques. La boue médiévale ne pardonne pas. Les couleurs aussi parlent. Le brun et le gris dominent. Sobriété, piété, fadeur assumée. Mais si votre mari est meunier, il préférera peut-être que vous portiez du bleu, la couleur de la Vierge, histoire que les clients aient confiance en votre sainteté toute relative. Et si, dans un moment de folie douce, vous décidez de coudre une broderie, une fleur, un petit oiseau? Préparez votre discours. Il faudra expliquer que c'est pour honorer la création divine, pas pour frimer. Dans certaines régions, notamment en Castille, on allait jusqu'à réglementer la largeur des manches féminines. Trop large, tentatrice. Trop étroite, pauvre ou prétentieuse. Une vraie science du tissu équilibre. Et parlons un instant de l'hygiène, parce que porter la même robe 3 semaines d'affilée, ça ne se fait pas sans conséquence. Vous lavez vos vêtements à l'eau froide, avec du savon de cendre et parfois de l'urine fermentée. Oui, oui. Le résultat? Ça pique un peu, mais ça nettoie. Plus ou moins. On vous dit que vous êtes l'image de la vertu, mais on vous apprend surtout à vous cacher. Pas question de laisser apparaître votre cou, vos bras, ou Dieu vous en garde. Vos mollets. Une jambe de femme est plus dangereuse qu'un poignard, paraît-il. Enfin, pour les hommes facilement distraits. Et si vous êtes enceinte, c'est encore pire. Les vêtements de grossesse n'existent pas. On rajoute juste une corde un peu plus haute et on prie pour que ça tienne. En fin de grossesse, vous ressemblez davantage à une miche de pain ambulante qu'à une madone paisible. Vous vous souvenez de vos vêtements d'enfant? Cette petite robe rêche, mais sans contrainte? Elle vous manque un peu, même si elle sentait la soupe au navet. Certaines femmes tentent des variations. Un châle coloré, une ceinture perlée, une paire de boucles d'oreilles héritées. Et parfois, ça passe. Parfois non. Les jaloux parlent. Les voisins murmurent. Le curé vous cite en exemple dans son sermon sur l'humilité. Félicitations. Une coutume étrange relevée en Savoie. Les jeunes femmes mariées devaient porter un petit galon rouge si elles avaient déjà donné naissance. Une sorte de badge de productivité conjugale. Pratique pour les commérages. Mais votre vêtement ne protège pas de tout. Il ne vous protège pas des regards lourds ni des commentaires glissés entre deux bénédicités. Il ne vous rend pas invisible, même si parfois vous aimeriez. Il vous définit.
Il vous assigne, il vous enferme. Et le pire, vous l'entretenez vous-même. Vous le réparez, le recousez, le rapiécez. Il fait partie de vous comme une seconde peau que vous ne pouvez ni changer, ni jeter. Chaque trou raconte un labeur, chaque tache, une corvée, chaque couture mal faite, une remontrance. Vous rêvez parfois d'une robe rouge, flamboyante, légère, qui claque au vent comme un drapeau de révolte. Mais vous savez que ce rêve est aussi probable qu'un bain chaud avec pétales de rose. Alors vous enfilez votre coiffe, encore, vous resserrez votre ceinture de toile, et vous sortez balayer la cour en évitant les flaques, les regards et les illusions. Vous tenez une aiguille? Ce n'est pas une arme, bien sûr, c'est un outil, un prolongement de votre main. Vous avez à peine 8 ans et déjà, vous recousez les bas de votre petit frère, pendant que lui, on lui apprend à compter. Pas très haut, mais quand même. L'école? Ah oui. Parlons-en. Si vous êtes né dans une famille modeste, ce qui est probable vu que vous ne vivez pas dans une forteresse et que vos repas comportent régulièrement du pain rassis, l'éducation n'est pas franchement une priorité. Du moins, pas pour vous. Votre frère, lui, apprend à lire à l'église. On lui confie même parfois une tablette de cire pour écrire son nom, mal orthographié, mais glorieux. Vous, en revanche, on vous apprend à réciter des prières sans forcément savoir ce qu'elles veulent dire. L'important, c'est de les dire. Bien et avec humilité. Les historiens se disputent encore pour savoir si les filles d'artisans ou de commerçants pouvaient vraiment accéder à une forme d'alphabétisation utile. Les archives indiquent que certaines savaient signer leur nom, mais rarement lire un texte juridique ou une lettre entière. Savoir écrire, c'était un peu comme savoir jongler. Utile, mais suspect chez une femme. Si, par hasard, vous êtes né noble, alors là, félicitations. Vous avez droit à une préceptrice. Elle vous enseigne les psaumes, les vertus chrétiennes et, bien sûr, l'art délicat de la broderie. Les lettres questions? Peut-être. Les chiffres? Surtout pas. On ne voudrait pas que vous commenciez à poser des questions sur les comptes du domaine. Une anecdote amusante. Une fille noble du XIVe siècle, en Flandre, a rédigé en cachette un manuel de bonnes manières pour chats. Oui, vous avez bien lu. Il a été retrouvé, partiellement gribouillé, dans les marges d'un recueil de prières. Preuve que l'ennui créatif existait déjà. Mais revenons à vous. Vous êtes là, penché sur un métier à tisser miniatures. On vous apprend à créer des motifs, pas pour les vendre, bien sûr, mais pour orner la nappe du dimanche. Vous devez faire ça avec un sourire, sans parler trop fort, et surtout sans lever les yeux vers la rue. On ne sait jamais ce qui pourrait y traîner. Dans certaines régions, comme en Toscane, quelques écoles de filles existent, généralement tenues par des ordres religieux. Mais attention, pas de grammaire latine, ni de géométrie. Non, ici on apprend le bon comportement, l'humilité, l'obéissance et l'ordre divin du monde, où vous êtes quelque part entre le banc et la chèvre. Et pourtant, il y a ces moments où vous rêvez. Devant le manuscrit enluminé que tient le curé, vous imaginez ce que veulent dire toutes ces lettres colorées. Est-ce qu'elles racontent des histoires, des secrets? Est-ce qu'elles parlent d'un monde où vous auriez pu être autre chose qu'une épouse en devenir? Mais on vous interrompt. On vous demande de dépiquer les lentilles, ou de ramener l'eau du puits, ou de surveiller le feu, car même votre temps d'attention n'est pas à vous. Il appartient à la maisonnée. Et même si vous appreniez à lire, pourquoi faire? Les livres sont rares, chers et souvent écrits dans un latin que même les clercs peinent à comprendre. La majorité des femmes lettrées sont des religieuses. Et vous n'êtes pas encore enfermé dans un couvent, du moins. Pas encore. Il existe des exceptions, bien sûr. Christine de Pisan, célèbre autrice du XVe siècle, a défié toutes les attentes, mais elle était fille d'astronome, élevée à la cour. Vous, votre père fait sécher des poissons sur une corde. C'est une autre ambiance.
Vous vous souvenez peut-être de votre robe aux coutures rugueuses, celle qu'on vous faisait porter même par 35 degrés? Eh bien, elle vous accompagne aussi dans ce manque d'instruction, parce que lire, c'est lever la tête. Et ce vêtement, lui, est taillé pour la baisser. Les femmes qui lisent, on les regarde de travers, pas parce qu'elles sont dangereuses, non, parce qu'elles sont étranges. Qui veut d'une épouse qui lit au lieu de filer la laine? On connaît une telle fille au village d'à côté. Elle parle toute seule parfois. Les gens disent qu'elle a l'esprit trop ouvert. Mais vous avez appris à vous contenter des récits oraux. Oncle, tante, grand-mère, chacun raconte une version différente de la même légende locale. Vous retenez les mots, vous les répétez. Peut-être qu'en secret, vous les écrivez dans votre tête, ligne par ligne, sur un parchemin imaginaire. Et parfois, pendant les veillées, vous entendez parler d'un livre interdit, d'un ouvrage qui enseigne des choses étranges, des herbes, des planètes, des médecines secrètes. Vous écoutez en silence, vous imaginez, mais vous savez aussi que ce savoir est dangereux. Pour vous, surtout. Une chronique oubliée d'un village de Bohême mentionne une jeune fille punie pour avoir écrit une chanson d'amour sans autorisation cléricale. Son châtiment? Copier les psaumes à la plume jusqu'à ce que sa main saigne. On espère qu'elle en a profité pour apprendre l'orthographe. Et dans tout ça, la mémoire. Ce que vous apprenez, c'est à l'oral. Vous mémorisez des recettes, des prières, des chants. Vous devenez une bibliothèque vivante. Mais dès que vous vieillirez, on vous écoutera de moins en moins. Jusqu'à ce que vos savoirs, eux aussi, disparaissent. Il reste parfois, au fond d'une armoire, un petit cahier de tissu brodé. Il ne contient pas de mots, mais chaque point, chaque couleur, chaque motif est une phrase silencieuse, une histoire cousue. C'est peut-être là votre seule écriture autorisée. Et pendant que votre frère lit l'épître aux Corinthiens, vous épluchez les carottes. Vous fredonnez une berceuse que votre mère a oubliée. Et vous pensez à ces lettres invisibles que vous n'aurez jamais le droit d'épeler. Le dilemme est posé dès vos premières lunes fertiles. Allez-vous passer votre vie derrière un fourneau ou derrière un autel? Les deux options, malgré leurs différences apparentes, ont une chose en commun. Vous enfermez dans un rôle prévu par d'autres. Le mariage, vous en avez déjà goûté l'amertume. Le poids des attentes, les tâches domestiques en boucle, les regards suspicieux, le peu d'espace pour exister. Mais si par miracle ou par stratégie familiale, vous échappez à l'autel conjugal, il vous reste l'autre autel, celui de Dieu. Entrer au couvent, c'est souvent présenté comme une solution de secours. Moins coûteuse qu'un mariage, car oui, une dot religieuse revient parfois moins cher qu'une dot matrimoniale, et un peu plus honorable que de finir lavandière à mi-temps. Mais attention, il ne s'agit pas d'un refuge poétique plein de chants et d'encens. Les historiens se disputent encore pour savoir si les femmes entraient au couvent par foi réelle ou par simple résignation sociale. Probablement un peu des deux. Les archives de Poitiers, par exemple, témoignent de jeunes filles âgées de 10 ou 11 ans données à Dieu, sans qu'elles n'aient dit un mot, littéralement déposées à la porte de l'abbaye, comme on confierait un manteau au vestiaire. Et une fois la porte refermée, il n'y a pas de billet de retour. Vous troquez vos robes colorées contre une tunique de laine uniforme, vos repas familiaux contre des soupes silencieuses et vos rares instants de solitude contre une routine minutée, rythmée par les cloches. Vous vous souvenez de votre rêve de robe rouge qui claque au vent? Ici, tout est beige, brun ou noir. Même vos pensées doivent finir par se fondre dans la règle. Lever avant le soleil. Prière. Travail manuel. Prière. Lecture pieuse. Prière. Et bien sûr, aucune conversation à voix haute après complis. Même vos bâillements doivent être discrets. Mais vous avez au moins une chambre à vous. Enfin, une cellule. Petite, froide, avec un lit en bois, une cruche et une croix. Vous vous y endormez en récitant les psaumes, espérant ne pas rêver de cochons rôtis
car l'abbesse interprète ça comme un péché de gourmandise. Il y a toutefois des avantages. Vous mangez régulièrement, vous échappez aux grossesses mortelles. Personne ne vous demande de sourire pour faire bonne figure lors du marché dominical. Et parfois, très rarement, vous accédez à des manuscrits, de vrais livres. Vous les lisez avec les yeux d'une affamée. Mais même là, votre liberté est conditionnelle. Une anecdote révélatrice. Au XIVe siècle, une moniale italienne a été sanctionnée pour avoir dessiné une marguerite dans les marges de son bréviaire. L'art personnel était considéré comme une distraction de l'âme. Adieu, créativité. Et puis, vous n'êtes jamais seul. Même vos pensées appartiennent à la communauté. Si vous pleurez trop fort, on vous envoie prier pour l'humilité. Si vous riez pendant le repas, on vous met au silence pendant 2 jours. Et si, par malheur, vous exprimez un doute sur votre vocation, vous êtes guidé vers la pénitence. Certaines abbayes plus riches vous permettent d'apprendre davantage. Un peu de latin, des bases de médecine monastique, la copie de manuscrits. Mais il faut de la chance. Et un abbé indulgent. Et ne pas être trop brillante, sans quoi vous devenez suspecte. Briller est dangereux, surtout en habit de laine. Alors, couvent ou mariage, choisissez votre prison, votre cage, votre niche sociale. Les deux viennent avec leurs contraintes, leur surveillance, leurs règles. Dans les 2 cas, votre voix n'aura d'importance que si elle récite ce que l'on attend d'elle. Une chronique oubliée des environs de Tours raconte l'histoire d'une jeune femme promise au cloître qui, la veille de sa prise de voile, s'est enfuie à cheval, déguisée en page. Elle a été rattrapée, ramenée et enfermée dans une cellule sans fenêtre pendant 30 jours, pour purifier son âme désorientée. Vous imaginez cette cellule parfois en fermant les yeux. Pas tant par peur que par familiarité. Vous avez appris à vivre dans des murs, même invisibles. Et si vous êtes veuve, ou que votre mari meurt de dysenterie, fréquent et peu spectaculaire, le couvent devient aussi un refuge de seconde main. Vous êtes recyclé, pas pour retrouver Dieu, mais pour cesser de déranger la société. Dans certaines régions d'Espagne, on recensait même des maisons de retrait pour femmes trop âgées ou stériles accolées au monastère. Une sorte de placard discret pour ne pas encombrer les récits dominicaux. Mais vous gardez un souvenir doux amer de l'extérieur. L'odeur du marché, le bruit des pas sur les pavés, le tintement des cloches non liturgiques. Vous êtes à l'abri, mais à quel prix? Et au fond de votre cellule, parfois, vous fredonnez une chanson interdite. Celle que votre grand-mère chantait en filant la laine. Elle parlait d'une chèvre qui sautait par-dessus les toits pour éviter d'être tondue. Une fable naïve? Peut-être. Mais vous l'aimez bien, cette chèvre. Vous avez 7 ans. On vous glisse une écuelle dans les mains. Pas pour jouer à la dinette, non, non. Pour commencer à contribuer. Parce qu'ici, dans votre monde au mur de torchis et à la soupe tiède, chaque paire de bras est une ressource. Même quand les bras sont encore tout maigres et que vous n'arrivez pas à soulever le couvercle de la marmite. La formation commence tôt. À peine sorti du berceau, vous apprenez les gestes du quotidien comme d'autres mémorisent des poèmes. Plier le linge. Distinguer les bons œufs des œufs douteux. Frotter une tache de graisse sur la table avec une mixture de cendre et de vinaigre. C'est une éducation, oui, mais à la dure, sans livre, sans tableau noir, sans récréation. Les historiens se disputent encore sur la frontière entre le jeu domestique et le travail forcé. Les petites filles du Moyen Âge passent si vite du jouet à la corvée qu'on ne sait plus quand commence la fatigue réelle. Un manuscrit du XIIIe siècle mentionne une fillette experte au ballet dès l'âge de 6 hivers. Un compliment, semble-t-il. Et attention, la propreté ici ne concerne pas votre hygiène personnelle. Ça, on verra plus tard. Ce qui compte, c'est que le sol soit balayé, les herbes triées,
la laine cardée, et que vous sachiez faire chauffer une soupe à peu près mangeable sans enflammer la cheminée. Tout un art. Et pendant que vous touillez, debout sur une bûche pour atteindre le chaudron, votre frère apprend à utiliser une faux. Il joue au marchand, au soldat, au juge. Vous jouez à vous taire. Une anecdote toute simple, dans une lettre retrouvée à Cologne, une mère écrit à sa fille de 8 ans restée au village, lui recommandant de bien surveiller le levain et ne pas écouter les chats, car ils mentent aux enfants. Oui, les chats étaient, apparemment, accusés de distraire les filles des vraies responsabilités. La journée commence avant l'aube. On vous réveille au chant du coq ou au jet d'un peu d'eau froide si vous tardez. Vous devez allumer le feu, ou plutôt réanimer les braises de la veille, parce que si le feu meurt, c'est vous qu'on regarde. Et c'est là qu'entre en scène votre balai, celui-là même dont vous avez appris à vous servir en même temps que vous avez perdu votre première dent. Il ne vous quitte plus. Il gratte la poussière, chasse les miettes, fait fuir les souris. Il est votre baguette magique du quotidien, sans magie. Vous vous souvenez de vos rêves de lecture, de parchemins, de petits livres interdits? Ils doivent attendre. Pour l'instant, il y a de la pâte à pétrir, des seaux à remplir, des linges à battre au lavoir. Vous n'avez pas le temps de rêver. Et si vous rêvez trop fort, on vous réveille. Littéralement. Et pourtant, malgré les tâches ingrates, il y a une étrange forme de fierté. Vous savez faire lever un pain. Vous savez reconnaître les herbes qui font digérer. Vous savez comment piéger un rongeur avec 3 miettes et une vieille chaussure. Des talents pratiques, acquis dans l'ombre, rarement reconnus, mais indispensables. Mais cette compétence précoce a un coût. À 10 ans, vous avez des douleurs dans le dos. À 11, vos doigts sont déjà marqués par la piqûre des aiguilles. À 12, vous avez oublié ce que ça fait de ne rien faire. Littéralement. Le loisir n'existe pas, sauf si on le camoufle dans une tâche utile. Broder un mouchoir en chantant? Acceptable. Rêvasser en regardant les nuages? Paresse. Et il y a toujours quelqu'un pour vous rappeler à l'ordre. Une tante acariâtre, une voisine jalouse, ou même votre propre mère, usée par les années. Ce n'est pas de la cruauté. C'est la tradition. On vous dresse comme un cheval de somme parce qu'elle-même a été dressée ainsi. Dans certaines régions, les petites filles aidaient aussi aux vendanges. Non pas pour le plaisir de courir entre les vignes, non, mais pour cueillir les grappes au ras du sol, plus bas que les adultes, plus près du sol, plus proche du rôle qu'on leur assigne. Et si vous tombez malade? Eh bien, vous êtes remplacé, temporairement, mais à peine le front refroidi qu'on vous remet un torchon entre les mains. Les maladies ne durent pas. Les corvées, si. Un fait peu connu. Les filles rurales faisaient souvent office d'apprentis mères. On leur confiait la garde des nourrissons avant même qu'elles ne comprennent comment elles-mêmes avaient été fabriquées. Résultat, une génération de fillettes apprenant à bercer, à langer, à calmer, sans jamais avoir été pleinement consolées elles-mêmes. Et comme toujours, le silence. Vous ne vous plaignez pas, ou du moins, pas fort. Une plainte trop audible pourrait être prise pour de l'ingratitude. Et Dieu, bien sûr, n'aime pas les ingrates. Une chanson populaire d'époque racontait l'histoire d'une fillette qui lavait les draps de toute une abbaye sans jamais verser une larme. On la chantait en la berçant. Douce ironie. Vous vous endormez parfois avec le goût de la farine sur les lèvres, les bras engourdis, le ventre vide mais calme. Vous rêvez d'un monde où les filles se reposent, où l'on valorise l'oisiveté comme un art, où les mères disent à leurs filles « Repose-toi, tu le mérites ». Ce monde n'existe pas encore. Mais peut-être, dans un coin de la grange, entre 2 poules mal réveillées, vous fredonnerez à nouveau la chanson de la chèvre qui saute les toits. Parce qu'elle, au moins, elle sait quand dire non. Le jour où vous sentez ce drôle de poids dans le bas-ventre, ce tiraillement confus accompagné d'une gêne silencieuse, vous comprenez sans vraiment comprendre. Votre mère vous regarde avec un mélange de pitié, de gravité et, oui, de résignation.
Ce jour-là, vous n'êtes plus une enfant. Vous êtes une matrice, pas une femme libre, épanouie, maîtresse de son destin. Non, une matrice potentielle, une promesse biologique, une machine fragile à fabriquer des petits chrétiens et surtout des héritiers mâles, si possible. Bienvenue dans la maternité médiévale, un chemin pavé d'espoir, de superstition, de douleur et de linge taché. Si vous avez survécu à l'enfance, aux épreuves ménagères et aux règles sociales, vous voilà propulsé dans une nouvelle épreuve, à la fois redoutée et célébrée. Les historiens se disputent encore pour savoir si les femmes du peuple étaient moins surveillées dans leur maternité que les nobles. Mais les récits concordent sur un point. Peu importe le rang, accoucher à cette époque revient à jouer à pile ou face avec la faucheuse, sans droit de rejouer. La grossesse n'est pas un mystère. Votre ventre grossit, vos humeurs changent, votre dos vous lâche progressivement. Mais les explications? Ah, là, c'est une toute autre affaire. Entre médecine galénique, croyances chrétiennes et légendes locales, tout s'en mêle. On vous dit que porter un garçon vous rend plus robuste. Donc, si vous êtes fatigué, c'est sûrement une fille. On vous dit qu'un désir de poire est un mauvais présage. On vous dit aussi que regarder un chien trop longtemps peut faire naître un enfant velu. Vous souriez poliment, mais vous prenez des notes mentales, on ne sait jamais. Une anecdote documentée dans un journal de sage-femme du Languedoc raconte qu'une femme enceinte avait interdiction de voir des flammes vives, au risque que son enfant naisse avec les cheveux rouges. Un argument capillaire tout à fait respectable visiblement, mais il y a pire, l'accouchement. Ou devrions-nous dire la traversée, la grande épreuve. Pas de salle stérile, pas d'anesthésie, pas de médecin diplômé, sauf cas exceptionnels. Vous êtes entouré de voisines, de votre mère si elle est encore en vie, d'une sage-femme souvent analphabète, mais pleine d'herbes mystérieuses et de prières murmurées. On vous fait asseoir sur un tabouret percé, les genoux tenus par deux femmes plus âgées. On vous passe un tissu dans la bouche pour ne pas mordre votre langue. Et si tout va bien, vous criez, vous transpirez, vous priez, et au bout de longues heures, un cri d'enfant vient répondre au vôtre. Si tout va mal, eh bien, il n'y a pas de chapitre B. Certaines ne se relèvent pas, d'autres sombrent lentement dans la fièvre puerpérale, cette infection encore mystérieuse qui transforme une victoire en désastre. Il n'est pas rare que la cloche de l'église sonne pour un baptême et un enterrement dans la même journée. Mais parlons aussi des objets. Les fameuses ceintures de chasteté en métal qu'on aime tant imaginer aujourd'hui. Une légende. Ce qu'on utilisait vraiment, c'était des talismans, des croix en os, des reliques à frotter sur le ventre pour éloigner les démons de l'enfantement. Super efficace, paraît-il. Et que dire des médicaments? Vous vous souvenez du vinaigre et de la cendre utilisés pour laver les vêtements? Eh bien, en cas de douleur, on ajoute parfois à cela de la sauge, du miel tiède et de l'urine, une sorte de cocktail maison. Le Moyen Âge avait ses recettes, toutes testées sur des femmes qui n'avaient pas signé de consentement éclairé. Le pire, c'est qu'on attend de vous que vous surviviez, puis que vous soyez ravis. Vous devez remercier Dieu, sourire, allaiter l'enfant dans la foulée et reprendre doucement vos corvées. À peine 3 jours après l'accouchement, certaines femmes sont déjà debout pour surveiller les volailles. Et si vous ne produisez pas assez de lait, blâme. Si votre enfant pleure trop, blâme. S'il est trop petit, trop gros, trop silencieux, trop tout, blâme. Car la maternité est un fardeau sans filet, un test de performance sans manuel, une coutume étrange relevée en Bretagne. On attachait parfois une ficelle nouée à la cheville d'un nouveau-né pour s'assurer qu'il ne soit pas un changelin, un enfant échangé par les fées. Si la ficelle bougeait, il fallait appeler un prêtre ou une herboriste. Et vous restiez là à regarder votre bébé comme s'il était un oignon ensorcelé. Et pourtant, malgré tout, vous l'aimez. Même si vous êtes fatigué, même si vos seins sont douloureux,
même si on vous interdit de lui donner un prénom avant le baptême. Vous l'aimez parce qu'il est à vous, ou plutôt parce qu'il sort de vous. Mais même cela ne vous appartient pas vraiment. Votre rôle, ici, c'est de produire, de nourrir et de recommencer. Si possible tous les 2 ans, jusqu'à ce que la nature ou les complications vous mettent hors service. Et parfois, la grossesse suivante arrive avant que la précédente ne soit vraiment terminée. Un ventre qui n'a pas eu le temps de se remettre. Des bras déjà occupés, des nuits sans sommeil, et toujours ce murmure, c'est le destin des femmes. Vous vous souvenez de la chanson de la chèvre qui saute par-dessus les toits? Dans une version oubliée, elle saute pour ne pas être attachée à une carriole pleine de chevreaux. Peut-être était-ce une chanson de maternité déguisée, ou un cri feutré dans l'obscurité. C'est dimanche. Pas de marché aujourd'hui, pas de grande corvée. L'air sent la bouillie tiède et la cendre humide. Dans votre village, le calme règne, sauf pour les cris occasionnels d'un coq mal luné ou les soupirs d'une chèvre en rut. C'est un bon jour. Peut-être, si vous êtes chanceuse, aurez-vous droit à un petit plaisir. Un moment pour chanter en filant ou danser quelques pas dans la grange en repliant le linge. Rien d'officiel, bien sûr. Juste quelques minutes de légèreté volée. Et déjà vous le sentez. Un œil vous observe. Une tante, un voisin, ou pire, le curé. Dans le monde qui est le vôtre, les rires féminins ont un goût de péché, même étouffé. Les historiens se disputent encore pour savoir dans quelle mesure ces moments de répit étaient tolérés. Dans certains villages, les danses collectives du dimanche étaient permises, jusqu'à ce que quelqu'un se blesse ou que les jeunes femmes rient un peu trop fort. Ensuite, on interdisait tout, pour préserver les mœurs. Mais vous avez appris à jouer avec les marges. Vous savez qu'en chantant pendant que vous filez la laine, le chant devient acceptable. Vous savez qu'en dansant en cercle autour du puits, avec un seau à la main, ce n'est plus vraiment de la danse, c'est un exercice. Et l'exercice, c'est bon pour la santé, non? Une anecdote précieuse. Dans un carnet de confesseurs du 15e siècle, un moine note avoir dû réprimander une jeune femme qui chantait des couplets de tisserand en ricanant, ce qui aurait causé une émeute de poules. Émeute de poules ou pas, le rire féminin reste suspect. Et que dire des fêtes? Les jours saints, les moissons, les noces des autres. On vous autorise parfois à enfiler une robe légèrement plus vive, à tresser vos cheveux, à vous asseoir avec d'autres femmes et écouter de la musique. Mais attention, tout est encadré. Il y a une ligne invisible que vous ne devez pas franchir. Sourire trop largement. Danger. Taper dans les mains en rythme. Suspect. Regarder un garçon dans les yeux. Hérésiarque. Dans certaines régions de Bohême, les jeunes filles avaient le droit de danser, uniquement si un prêtre était présent. Ambiance festive garantie. D'autres villages nommaient une tante de la bienséance, une femme âgée chargée de surveiller les filles et de leur rappeler que Dieu voit tout, même dans l'ombre de la grange. Et vous savez composer avec tout ça. Vous créez vos propres plaisirs minuscules. Un morceau de pomme volé. Une chanson inventée en lavant les draps. Une devinette salée chuchotée au coin du feu. Tout cela, vous le savourez comme des bonbons mentaux. Et puis, il y a les moments volés. Ce petit instant où vous passez près d'un ruisseau, seul, et que vous laissez vos pieds nus frôler l'eau. Ou ce moment où, après une journée éreintante, vous vous allongez dans le foin, les bras en croix, les yeux fermés. Pas pour prier, juste pour être. Mais même là, il faut rester prudente. Le plaisir est une pente glissante. Les autorités religieuses ne cessent de le répéter. Le rire est le prélude à la luxure. Un avertissement subtil, mais qui résonne jusque dans vos orteils. Une chanson populaire de Champagne mettait en garde les jeunes filles contre le rire trop sonore,
censé attirer les diables sous les jupes. Charmant. Autant vous dire que les éclats de joie spontanés deviennent aussi dangereux que des confessions mal formulées. Et pourtant, certaines femmes osent, elles chantent à pleine voix pendant les vendanges. Elles racontent des histoires drôles en secret, le soir, en frottant les casseroles. Elles font mine de se tromper en filant, juste pour entendre le rire de leurs voisines. Des rebelles du quotidien. Une tradition méconnue du Pays basque permettait aux jeunes filles de composer des complaintes moqueuses qu'elles chantaient entre elles, loin des hommes. Une forme de satire sociale douce, mais diablement efficace. On en a retrouvé les fragments dans les marges de carnets de maîtres d'école, griffonnés entre deux leçons de latin. Vous vous souvenez du curé, celui qui fronçait les sourcils à chaque note de votre chant? Eh bien, un jour, vous le voyez rire. Vraiment. À un festin de noces, il oublie ses prêches et tape dans les mains. Preuve que même les plus rigides peuvent flancher. Une victoire silencieuse. Mais le reste du temps, vous faites attention. Toujours. Parce qu'un mot de travers peut devenir une rumeur. Une rumeur peut se transformer en accusation. Et une accusation, ça peut aller très loin. On connaît des femmes qui ont été bannies pour frivolité persistante. Autrement dit, elles avaient trop souri. Et pourtant, vous ne vous arrêtez pas. Parce que ces petits plaisirs, même surveillés, même fragmentés, vous les portez comme des trésors dans la tête. Vous les collectionnez. Vous les transmettez à votre fille, un jour, si vous avez la chance d'en élever une. Elle aussi apprendra à rire en silence, à danser dans l'ombre, à transformer une chanson de moulin en cri de liberté voilée. Elle saura que le plaisir est dangereux, certes, mais aussi vital. Et un jour, quand elle fredonnera la chanson de la chèvre qui saute par-dessus les toits, vous saurez qu'elle a compris, qu'elle aussi cherche sa brèche dans les murs, son petit bond vers un espace à elle. Il est tôt, le soleil est encore timide, filtrant à travers les planches mal jointes de votre cabane. Vous vous levez en silence, enfilez vos sabots et serrez votre fichu autour de votre tête comme un petit casque de dignité. Car aujourd'hui, comme tous les autres jours, vous allez travailler. Mais pas n'importe où, ni n'importe comment. Vous êtes une femme. Et dans votre monde, cela limite sévèrement les options. La liste des métiers autorisés pour vous tiendrait sur une page de parchemin mal grattée. Et encore, il faudrait écrire gros. Commençons par l'évidence. Servante. Si vous avez de la chance, vous servez une famille à peu près bienveillante. Si vous n'en avez pas, on vous hurle dessus à longueur de journée. Vous mangez les restes et vous dormez dans l'écurie. Mais dans tous les cas, votre nom n'est jamais mentionné. Vous êtes la fille, la bonne, la présence. Les historiens se disputent encore pour savoir si les femmes servantes avaient plus d'autonomie que les filles restées à la maison. Certains affirment qu'elles pouvaient gagner quelques pièces, envoyer de l'argent à leur famille, économiser pour une dot. D'autres répliquent que les abus, l'exploitation et les heures interminables rendaient toute ambition illusoire. Probablement, un peu des deux. Et si vous n'êtes pas servante? Eh bien, vous pouvez devenir fileuse. Vous passez vos journées à transformer la laine rêche en fil avec une patience de moine et des doigts qui finissent toujours par saigner. La fileuse, c'est l'image même de la femme laborieuse. Dans les chansons, on la loue. Dans la réalité, on l'oublie. Une anecdote venue d'un registre de taxes flamand. Une femme a été exclue de la guilde des fileurs pour avoir osé proposer un nouveau type de fuseau plus léger. L'innovation, voyez-vous, était réservée aux hommes, même quand elle concernait la laine. Lavandière. Bonne idée. Si vous aimez l'eau glacée, les rhumatismes précoces et les mains crevassées jusqu'au sang. Vous lavez les draps des autres, leurs sous-vêtements, parfois leur tablier maculé. Et si une tache ne part pas, c'est votre faute, pas celle du cuisinier maladroit. Toujours. Marchande de rue, alors? Possible. Vous pouvez vendre des œufs, du pain, des herbes ou des rubans. Mais vous avez besoin d'un permis, ou au moins de la tolérance du prévôt local. Et surtout, vous devez supporter les regards,
Les commentaires, les tentatives de marchandage douteuses. Une femme seule sur un marché, ça suscite des histoires. Dans certaines villes, les marchandes de poissons étaient célèbres pour leur langue bien pendue. On disait d'elles qu'elles savaient jurer mieux que les soldats. C'était leur manière de se défendre, de repousser les mains baladeuses et les clients mal intentionnés. L'arme du verbe, aiguisée comme un couteau à des arêtes. Et puis, il y a le métier de guérisseuse. Ah, celui-là, tentant, noble, dangereux. Vous connaissez les herbes. Vous savez que l'achillée soulage les douleurs, que la sauge calme les nerfs, que le millepertuis peut, parfois, chasser les ombres. Ce savoir, vous l'avez hérité de votre mère, qui l'a appris de sa grand-mère. Ce savoir n'est écrit nulle part, mais il est là, enraciné. Et c'est bien ça le problème. Car dès que vous devenez trop compétente, dès que vos décoctions fonctionnent un peu trop bien, dès que les enfants guérissent plus vite avec vous qu'avec les prières du curé, vous devenez suspecte, vous devenez sorcière. Pas tout de suite, non. Au début, on vous appelle la bonne dame, puis la rebouteuse. Puis un jour, un enfant meurt malgré vos soins et la rumeur enfle. On chuchote. On évite votre regard. On dit que vous avez jeté un sort, et là, tout peut basculer. Une chronique obscure du Limousin raconte l'histoire d'une herboriste accusée d'avoir fait pleuvoir sur une récolte en priant à l'envers. Aucune preuve, mais elle a disparu. On ne l'a jamais revue. Alors vous restez prudente. Vous donnez des conseils en chuchotant. Vous distribuez vos tisanes à la tombée de la nuit. Et vous priez, ironiquement, pour ne pas être trop efficace. Une autre voie, les métiers de l'aiguille. Brodeuse, couturière, raccommodeuse. Cela semble inoffensif. Mais là encore, pas question d'ouvrir votre propre boutique. Il faut souvent passer par un homme, un père, un mari, un frère. Vous travaillez dans l'ombre, à domicile, sous contrat oral. Votre nom n'apparaît nulle part. Et si vous rêviez de devenir sculptrice, musicienne, astronome, oubliez. Ces mondes-là ne sont pas faits pour vous. Ou plutôt, vous n'y êtes pas autorisé. Même les religieuses qui copiaient des manuscrits devaient signer au nom de leur abbaye, jamais au leur. Le talent féminin est un secret de famille, un tabou social, une note de bas de page. Et pourtant, vous tenez bon. Vous vous levez chaque matin. Vous poussez la porte du monde, même si elle grince. Vous exercez votre métier, choisi, imposé, toléré avec constance, parce que vous le devez, parce que vous n'avez pas le choix. Mais parfois, en secret, vous espérez. Qu'un jour, peut-être, une fille comme vous pourra annoncer son métier sans baisser les yeux, qu'elle pourra même en changer, qu'elle pourra dire « Je fais ceci parce que je l'ai décidé ». Vous vous souvenez de la chanson de la chèvre qui saute les toits? Peut-être qu'un jour, vous la chanterez à voix haute, en pleine rue, devant tout le monde, juste pour voir si la chèvre finit par voler. Le temps passe. Vous avez survécu à l'enfance, à l'adolescence surveillée, aux grossesses risquées, au labeur quotidien. Et maintenant, vous vieillissez. Vos cheveux perdent leur éclat, vos dents se font rares, vos rides se creusent comme les sillons dans la terre sèche. Vous vous dites peut-être que, enfin, vous aurez la paix. Une sorte de retraite du Moyen Âge. Mais non. Ici, vieillir en tant que femme ne vous rend pas vénérable. Ça vous rend invisible. Ou pire, suspecte. Les historiens se disputent encore pour savoir si les femmes âgées bénéficiaient d'un certain respect, au moins dans le cercle familial. Quelques textes évoquent des matrones honorées ou des grand-mères instruites en herbe et en prière. Mais pour chaque mention flatteuse, 10 autres parlent de solitude, de peur, d'exclusion. La société ne sait plus quoi faire de vous. Vous n'êtes plus épouse, votre mari est probablement mort ou vous ignore poliment. Vous n'êtes plus mère active, vos enfants sont grands ou disparus. Vous n'êtes plus jolie, ni fertile, ni productive, du moins aux yeux des autres. Alors vous devenez un meuble ou une ombre.
Et si vous êtes veuve, sans ressources. Alors là, les choses se corsent. Vous devenez une bouche de trop, une charge. On vous tolère si vous tenez encore debout, si vous pouvez garder les oies ou éplucher les racines. Sinon, on vous assigne un coin dans la maison, près de la cheminée, à mi-chemin entre la vieille poupée et la pile de bois. Une anecdote poignante. Dans un village du Piémont, on a retrouvé les registres d'une aumône donnée à la vieille Antonia pour qu'elle ne pleure pas tout haut la nuit. Visiblement, même la douleur devait rester discrète, à tout âge. Et pourtant, votre tête est pleine. Vous connaissez des histoires, des remèdes, des proverbes oubliés. Mais personne ne vous écoute plus. Les jeunes trouvent vos paroles longues, les hommes vous interrompent, et les femmes plus jeunes vous regardent avec une crainte vague, comme si vous portiez déjà un pied dans l'autre monde. Dans certaines régions, les vieilles femmes sont respectées. En Corse, par exemple, la nana a parfois droit de parole dans les affaires de famille. Mais ailleurs, vous êtes traité avec une politesse distante, une tolérance feutrée. On vous offre la dernière place à table, le coin froid de la pièce, la parole après tous les autres. Et si vous osez critiquer, oubliez. Une femme âgée qui s'exprime avec vigueur est rapidement qualifiée de grincheuse, de possédée ou, le mot qui glace tout, de sorcière. Oui, encore elle. Car voilà le grand piège de la vieillesse féminine au Moyen Âge, le soupçon permanent. Si vous vivez trop longtemps, c'est louche. Si vous survivez à plusieurs maladies, c'est suspect. Si vos yeux sont trop perçants, si votre voix est trop grave, si votre savoir est trop vaste, vous inquiétez. Un fait glaçant. Dans certains villages d'Alsace, on considérait que les femmes de plus de 70 ans qui n'étaient ni veuves tristes, ni pieuses effacées, étaient forcément liées au malin. Résultat, marginalisation, dénonciation, parfois bûcher, et il suffisait de peu. Une mauvaise récolte, une vache qui meurt, un enfant qui tombe malade. Et soudain, tous les regards se tournent vers la vieille femme qui vit seule, parle au chat et cueille des herbes à la lune. C'est pratique, une coupable. Vous vous souvenez de votre savoir en herboristerie? Ces recettes que vous murmuriez en lavant le linge? Ces infusions qui calmaient les douleurs? Elles deviennent dangereuses. Trop de savoir nuit. Trop de discrétion fait peur. Vous sentez les distances se creuser. Même vos petits-enfants vous évitent. Ils préfèrent courir dehors plutôt que d'écouter vos récits. Et quand vous tentez une chanson, on vous interrompt. Mémé radote. Vous n'êtes plus utile. Vous êtes un décor. Et pourtant, vous continuez. Vous réparez les choses en silence. Vous murmurez des prières. Vous fredonnez des airs anciens en remuant la soupe. Vous vous accrochez. Discrète, têtue, digne. Une exception lumineuse. Dans certaines confréries féminines, comme celle de Bruges, les veuves pouvaient retrouver une communauté, partager un toit, un repas, une prière, un embryon de sororité. Mais ces cercles étaient rares, réservés et souvent temporaires. La plupart du temps, vous vieillissez seul, dans une pièce froide, en écoutant le vent hurler sous la porte. Vos mains tremblent, vos jambes plient, mais votre esprit, lui, résiste. Il se souvient. Il se souvient de vos premières tresses, de la robe qui grattait, du premier ballet, du premier chant interdit, du visage de votre mère, de la naissance de votre enfant. Et parfois, quand personne ne vous regarde, vous chantez encore la chanson de la chèvre. Mais à présent, elle ne saute plus, elle vole. Parce que vous la faites voler. Parce qu'à travers vos mots, vos souvenirs, vos murmures, elle existe encore. Comme vous, le monde autour de vous semble figé, mais vous, vous avez appris à bouger entre les mailles, à respirer dans l'ombre, à résister doucement, en silence ou presque. Parce que même si tout dans votre vie a été balisé, depuis votre première robe jusqu'à vos derniers gestes, il reste des interstices,
des endroits où la lumière filtre, où vous pouvez être vous-même, un peu, et vous en profiter, pas comme une révolutionnaire à la bannière levée, mais comme une artisan .1 de l'ombre, patiente, rusée. La résistance féminine au Moyen Âge n'a pas de drapeau. Elle a des chansons codées, des grimaces complices, des oublis intentionnels. Elle est là, tapie dans les détails. Prenez vos prières, par exemple. Elles sont censées suivre une liturgie stricte. Et pourtant, vous les glissez à votre sauce. Une intention secrète pour la voisine battue. Un mot de travers volontairement chanté trop vite. Une pause marquée avant d'énoncer le nom du seigneur local. C'est subtil, mais vous savez ce que vous faites. Les historiens se disputent encore sur la portée réelle de ces micro-résistances. Certains les jugent anecdotiques, d'autres y voient la matrice de la survie collective. Car, à défaut de pouvoir changer les lois, les femmes ont appris à les contourner, à les plier, à leur faire dire autre chose. Une anecdote délicieuse. Dans une paroisse anglaise du XIVe siècle, des femmes composaient des psaumes inversés, où les lettres finales des vers révélaient des messages ironiques à l'encontre du seigneur local. De l'art, de l'audace et une bonne dose d'humour feutré. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les sabotages domestiques. Ah, ceux-là, personne ne les enseigne. Mais tout le monde les connaît. Mettre un peu trop de sel dans la soupe du mari acariâtre. Coudre les manches de sa tunique à l'envers. Oublier par erreur de nourrir les poules de la belle-mère un lundi sur 2. Et surtout, la force du collectif. Les femmes se parlent, même quand elles doivent chuchoter. Autour du puits, au lavoir, sous les arbres. Elles échangent des histoires, des conseils, des avis déguisés en comptines. Une sorte de réseau souterrain, bien avant l'invention des télégrammes. Vous vous souvenez de vos longues heures à la lessive? Ce n'était pas juste une corvée. C'était une réunion, un espace social clandestin. Vous y avez entendu parler d'herbes qui empêchent les grossesses, de coutumes anciennes pour désobéir sans punition, de proverbes qu'on ne dit qu'aux femmes. Et puis il y a le chant. Encore lui, votre vieille arme favorite. Un moyen de dire sans dire. Une mélodie joyeuse avec des paroles tordues. Un refrain innocent dont les couplets, en réalité, racontent la misère, le ras-le-bol, l'ironie mordante. Une chanson toscane retrouvée dans un carnet de bergère fait ainsi l'éloge d'un âne. Mais chaque vers peut être lu comme une moquerie d'un mari. L'âne est paresseux, bruyant, inutile et sans mauvais. Coïncidence? Bien sûr que non. Et les gestes? Ils comptent aussi. Un clin d'œil, un silence appuyé, une pause exagérée en tendant une écuelle. Ce sont des signaux, des balises, une façon de dire « je sais ». Et surtout, tu n'es pas seul. Certaines femmes, plus audacieuses, vont plus loin. Elles simulent la maladie pour échapper à une tâche. Elles se cachent pour lire, pour écrire. Elles écrivent des recettes en langage codé. Elles dessinent sur des morceaux de bois, puis les brûlent. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est à elles. Et puis, il y a les regards. Ces regards échangés entre deux femmes dans une église glaciale. Une connivence muette, un accord tacite. Elles savent, elles comprennent, pas besoin de mots. Un fait intriguant, dans les couvents, certaines sœurs utilisaient le langage des fleurs pour se faire passer des messages. Un brin de lavande posé sur une paillasse pouvait signifier « je pense à toi ». Une tige de romarin dans un bol de soupe. Ne fais pas confiance à la nouvelle abbesse. De la poésie, encore et toujours. Vous avez appris à lire ces signes, à les émettre, à les transmettre. Vous êtes une archive vivante de ruse et de discrétion. Et parfois, vous rêvez d'un monde où cette intelligence sociale, cette finesse, cette résistance douce seraient reconnues comme des formes de pouvoir. Un pouvoir qui ne détruit pas, mais qui protège. Un pouvoir qui résiste sans fracas, mais sans relâche. Vous n'êtes pas une héroïne de chansons de gestes. Vous n'avez pas d'épée, mais vous avez votre voix, vos mains, vos yeux, votre mémoire.
Et avec ça, vous bâtissez un espace, minuscule mais inviolable. Et quand, un soir, vous fredonnez à nouveau la chanson de la chèvre, celle qui saute les toits pour fuir la tonte, vous la chantez plus fort. Juste un peu. Parce que ce soir, c'est votre façon de dire non, votre manière de résister, votre acte de liberté. Il fait nuit. Une vraie, sans lampadaire, sans lueur d'écran, sans aucune promesse de lumière avant l'aube. Vous êtes là, dans votre lit de bois grinçant, entouré de silence, vos mains croisées sur le ventre, vos yeux ouverts dans l'obscurité, et vous pensez, peut-être pour la dernière fois, que restera-t-il de vous? Car la mort approche. Elle n'a pas de faux, pas de drap noir, pas de geste théâtral. Elle est discrète, lente, inévitable. Elle ressemble à une fatigue profonde, à un oubli doux. Elle vient vous chercher sans violence, presque avec tendresse. Et pourtant, elle ne vous promet rien. Pas de grande cérémonie, pas de chant majestueux, pas de procession. Vous êtes une femme, une parmi tant d'autres. Pas une sainte, pas une martyre, juste une vie effacée, humble, utile, puis effacée encore. Les historiens se disputent encore pour savoir comment les femmes étaient de pleurer, ou même si elles l'étaient. Les registres paroissiaux parlent d'hommes importants, de chevaliers, de notables, de moines. Pour les femmes, une simple ligne, parfois même pas de nom. Une vieille femme morte le mardi. Voilà votre trace. Mais vous, vous avez existé. Vous avez vécu toutes les formes de silence, le silence de l'enfant qui ne comprend pas, le silence de la jeune épouse qui serre les dents, le silence de la mère qui se bat pour 2 bouchées de bouillie, le silence de la veuve qu'on oublie. Et malgré tout, vous avez parlé, en actes, en regards, en souvenirs. Une anecdote bouleversante retrouvée dans un village bourguignon. Une pierre, posée près d'un puits, portait un nom gravé à la main, sans ornement. Juste un prénom, effacé par le vent. On suppose que c'était une femme dont personne n'a voulu garder la mémoire. Alors elle l'a écrite elle-même. Vous n'aurez peut-être même pas ça. On vous enterrera vite, entre 2 corvées, avec une prière marmonnée, une poignée de terre humide, peut-être une croix en bois. Elle tiendra quelques saisons, puis elle cédera. Et votre nom? Il s'effacera. Vos enfants, s'ils sont encore là, se souviendront un temps. Puis ce sera le tour des petits-enfants. Puis plus rien. Votre voix disparaîtra des récits. Votre image se diluera, jusqu'à ce que seule la terre sache que vous avez marché dessus. Mais est-ce vraiment une disparition? Vous avez transmis vos chansons, vos recettes, vos prières détournées. Vous avez laissé des gestes, des habitudes, des mots murmurés, des rires étouffés, des regards insistants. Vous êtes dans chaque chant du soir, dans chaque berceuse, dans chaque souffle entre 2 silences. Vous vous souvenez de la chèvre, n'est-ce pas? Celle qui sautait par-dessus les toits. Elle aussi, on a voulu l'oublier. Mais elle revient, toujours, dans la bouche d'une enfant curieuse, dans la mémoire d'une vieille qui n'a jamais su lire, mais qui connaît 100 histoires. La mort n'efface pas tout. Elle trie, elle soulage. Elle garde ce qui compte. Et ce qui compte, c'est que vous avez tenu. Chaque jour, chaque hiver, chaque accouchement, chaque silence. Et maintenant, vous pouvez lâcher, respirer doucement. La bougie vacille, le vent s'endort, et la nuit vous accueille sans jugement. Tout doucement maintenant, la poussière retombe. Le monde de pierres et de haillons se dissout dans la brume. Il n'y a plus de balais, plus de cris, plus de tâches à faire. Juste vous, flottant dans une nuit tranquille, entre les battements d'un cœur apaisé. Ce voyage, fait de gestes quotidiens et d'histoires silencieuses, a peut-être remué quelque chose. Une fatigue familière,
une tendresse inattendue, une reconnaissance muette pour celles qui ont été là, toujours là, et qu'on n'a presque jamais vues. Le Moyen Âge se referme, lentement, comme un livre qu'on range sans bruit. Les sabots s'arrêtent, les cloches ne sonnent plus, les chuchotements deviennent des souffles, et dans le fond de votre esprit, une chèvre saute encore, agile et libre, entre les tuiles et les rêves. Alors vous pouvez fermer les yeux. Vous n'êtes plus au village, plus dans votre robe rêche. Vous êtes ailleurs, là où les femmes se reposent enfin. Dormez bien. Fin du script. Faites de beaux rêves.